Chapitre 1. L'élément nouveau. Il y a eu un tournant dans l'histoire de l'espèce, mais probablement précédé de beaucoup de petites percées sporadiques, inintelligibles, baptisées de ce nom-ci et de ce nom-là, car qui comprendrait que c'est la percée dans l'autre espèce? C'est seulement quand on est devenu l'homme que l'on peut se dire « Ah, c'est donc ça un homme !» Et encore, ne se le dit-on pas qu'après beaucoup d'expériences progressives qui vous font conclure que, décidément, nous ne sommes pas des singes délirants, ni, surtout, des primates infirmes et décadents, car la première évidence de la nouvelle espèce, c'est tout ce qu'elle perd de l'ancienne. Les qualités de l'homme sont les défaillances du singe. Et cette percée dans un autre chose bizarre, dont on ne sait pas que c'est l'état de la prochaine espèce, il est bien probable qu'elle a dû s'opérer microscopiquement, à des niveaux physiologiques différents, à travers des centaines et des milliers d'années préparatoires, mais toujours dans l'inconnaissance que c'était l'autre état. Avant que le petit tarsier de Bornéo n'acquiert sa vision binoculaire qui préparait la nôtre, il a dû y avoir, à travers les espèces, un certain nombre de visions étranges ou aberrantes, qui étaient pourtant la logique et la mathématique et l'évidence de ce poisson-là ou de cette chauve-souris. Et qu'est-ce encore que notre vision rétinienne humaine? Une étroite bande entre l'ultraviolet et le proche infrarouge, vue d'une façon binoculaire. En outre, cette percée évolutive, du fait qu'elle retombe toujours dans le vieil état jusqu'à apparition décisive de la nouvelle espèce, elle doit se traduire dans le langage et selon les habitudes de l'expérimentateur involontaire, avec un revêtement considérable qui défigure presque complètement ce que pourrait être l'expérience pure de l'autre état. Ainsi, à travers les siècles et les millénaires de notre espèce, il n'a pas manqué de mystiques, ni de fous, ni d'hallucinés dans toutes les langues de la terre, et nous avons eu tendance à entériner ou à glorifier ceux qui répondaient le mieux à notre idée du bien, du beau, de l'apocalypse ou du paradis. Mais qu'est-ce que le bien de la chauve-souris pour le roitelet? La chauve-souris est un peu éblouie, c'est tout. Mais il y avait tout de même quelque chose, fût-ce un paradis de chauve-souris mystique. Cette percée, pour l'Homo sapiens, s'est donc située à divers niveaux de son être. Et puisqu'il est enfermé dans une coquille mentale, comme l'oursin l'était dans sa carapace de calcaire, comme le caillou dans son manteau d'électrons, ou le singe dans sa puissance vitale, c'est à ce niveau mental qu'ont dû s'opérer le plus fréquemment les tentatives de sortie. On s'évanouit sur la table d'opération, ou dans une transe mystique, ou dans le sommeil tout bonnement, et on passe ailleurs. Il y a un certain évanouissement du vieux système qui paraît nécessaire pour accéder à l'ailleurs, et c'est logique. On ne va pas en botte humaine dans le paradis de la prochaine espèce, ni en peau de reptile dans les premières glissades de l'Archéoptérix. Nous l'avons dit, c'est la défaillance de la vieille espèce qui ouvre la porte de la prochaine. Mais il faut qu'une porte s'ouvre. Nous avons donc ouvert beaucoup de portes dans notre tête, ou plus rarement dans notre cœur, à travers les millénaires. Nous sommes même descendus plus bas dans l'échelle physiologique,
et nous avons ouvert des portes du bas-ventre et laissé entrer toutes sortes d'enfers et de petits êtres cruels ou fanatiques. Des types de sous-espèces déraillées qui peuplent encore assez abondamment la Terre. Nous ne parlons pas des autres qui sont carrément sortis de l'espèce par le haut, dans une fusée nirvanique ou extatique, et qui nous ont laissé parfois d'étranges balbutiements ravis. La poésie est aussi une traduction de cet évasif autre état que notre espèce voudrait bien saisir, sans savoir par quel bout le prendre. Et par quel bout se prend la queue de la prochaine espèce? Ce n'est ni au niveau mental, ni au niveau psychocardiaque, ni au niveau ombilical ou pelvien que peut s'opérer la sortie dans l'autre état. Dans la chose, comme disait Mère qui n'avait pas de vocabulaire pour ça. Mais plus exactement, car on ne peut pas dire dogmatiquement et catégoriquement que les autres percées soient sorties dans rien. Ce n'est pas au niveau mental, cardiaque, etc. que l'on peut avoir la chose pure, sans traduction, dans sa langue originelle. La prochaine espèce, c'est dans le corps, c'est évident. Tant que ce ne sera pas dans le corps, au niveau physiologique, cellulaire, ce sera encore une traduction en langue étrangère à travers des couches de sommeil ou d'extase ou de méditation qui nous livrent toutes sortes de petits rayons réfractés et de petites histoires plus ou moins fabuleuses et affabulantes, mais qui sont tout de même l'expression de quelque chose, comme peut l'être le coup d'œil du cyprin sur un homme à travers les parois de son bocal. Nous ne savons pas si nous avons l'air angélique ou diabolique de l'autre côté de leur bocal. Mais c'est quand même quelque chose qui se passe. Si nous disons que la sortie s'opère au niveau cellulaire, la biologie va tout de suite nous tomber dessus avec son imprescriptible et imperturbable enchaînement d'acides aminés de père en fils, exception faite de quelques variations pathologiques. Comment allez-vous changer l'ordre d'assemblage des nucléotides pour produire une prochaine espèce? Qui aura quoi? Des nageoires, des ailes, un troisième œil? C'est très difficile, à un moment de l'évolution, pour un nodule de manganèse, d'imaginer un flageolet impertinent et déambulant. Une prochaine espèce, c'est très impertinent pour la vieille espèce. Mais tout de même, il doit y avoir un chaînon, un lien, un bout quelconque par où ça se prend. Notre difficulté n'est pas seulement un manque d'imagination de l'avenir, mais surtout une incapacité de penser autre chose qu'une amélioration ou une extension du présent. Notre prochain homme, ce sera encore un homme plus ou moins ceci, et plus ou moins cela, et moins ceci, et moins cela. Est-ce que le radiolaire est une extension du manganèse? Et l'homme, une extension de la fougère arborescente? Mais c'est peut-être tout autre chose. Alors, quel est le lien? Le chaînon avec ce qui est tout autre chose. Nous ne savons pas une minute ce qui fera le pont, parce que nous ne savons pas où est l'autre côté. Et pourtant, c'est dans le corps. En d'autres termes, la prochaine espèce, c'est peut-être un autre règne, aussi différent que la dite fougère peut l'être de la musaraigne arboricole. Pas un homme plus ou moins, mais un autre être, une autre forme de vie dans la matière, après le minéral, le végétal et l'animal dont nous sommes. Et cependant, il doit y avoir une connexion,
comme le virus fait le pont de la matière à la vie. Et qu'est-ce qui fait le pont à la survie, pour employer l'une des expressions tâtonnantes de Mère? Qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Dire que c'est la modification des cellules germinales qui produit une autre espèce, c'est encore tourner en rond dans les circonvolutions de la vieille espèce qui est incapable de sortir de son schéma animal pour imaginer un schéma qui n'est plus animal, plus minéral, ni plus végétal, et qui pourtant est parfaitement matériel. Les musaraignes sont peut-être angéliques et surnaturelles pour le nodule de manganèse, mais elles n'en sont pas moins matérielles et évolutives. Un jour, ça s'est passé. Un jour, il se passera quelque chose d'autre qu'un homme animal. Ça se passe déjà peut-être. C'est peut-être même en train de se passer. Si ce n'est pas la modification des cellules germinales qui produit l'autre chose, c'est la modification de quoi? Il doit bien y avoir une modification quelque part, un élément nouveau. Que représente la modification de la fougère par rapport au minéral, ou celle de l'animal par rapport au végétal? Nous sommes obnubilés par les formes, la forme. Mais qu'est-ce qui a changé d'un règne à l'autre, sinon le mouvement? Il y a eu un passage de l'inertie du caillou à la croissance accélérée du végétal, puis à l'explosion dynamique de l'animal. Des changements de mouvement. Ici, les physiciens vont ouvrir l'œil et nous parler d'ondes électromagnétiques ou du tourbillon des électrons autour du noyau. Einstein nous a appris la relativité. Les paramètres d'un événement physique sont étroitement liés à la vitesse du système de référence. Pour dire les choses simplement, une vitesse est une question de distance. Une distance est une question de 6 pattes de fourmi, de 2 ailes de mouette ou de 2 pattes d'homme, ou même de turboréacteurs. Mais tout cela, c'est l'être animal qui se propage plus ou moins vite, avec des mécanismes plus ou moins ingénieux pour combler ce qui est loin de lui ou en dehors de lui. Mais il se pourrait bien que le prochain mécanisme ou le prochain organe de la prochaine espèce soit tel que le mouvement soit encore davantage accéléré, si l'on peut dire, au point qu'il n'y ait plus d'en dehors, ni de loin, et que la distance du flagellé ou du turboréacteur soit aussi périmée que l'inertie du caillou pour l'être vivant. Quel est ce mécanisme ou cet organe qui nous dotera d'un mouvement si rapide qu'il rejoindra instantanément le confin des galaxies, comme s'il n'y avait pas de distance, comme si tout se déroulait au-dedans de nous, et pourtant dans un corps de matière terrestre, cellulaire? Y a-t-il dans le corps un fonctionnement qui nous permettrait d'être simultanément entre certaines parois cellulaires qui font de nous un homme plutôt qu'une souris, et d'être en même temps à New York, Bornéo, ou au diable que veux-tu? Si ce mouvement surnaturel nous était physiologiquement alloué, géographiquement alloué, pourrions-nous dire, il s'agirait là évidemment d'une autre espèce et d'un autre règne. Le naturel de l'homme est peut-être bien le surnaturel du poisson, mais il n'y a pas de doute que le naturel change d'une espèce à l'autre et que le surnaturel est un naturel pas encore atteint, ainsi que le disait Sri Aurobindo. Reste à savoir où, dans le corps, se situerait ce curieux fonctionnement nouveau qui n'annulerait pas nos précieuses cellules germinales, mais donnerait à l'ensemble de nos cellules corporelles un nouveau mode d'être, peut-être une toute nouvelle géographie vue par d'autres prunelles non binoculaires. Et que devient le turboréacteur dans ce cas-là?
et toute la diable de mécanique, téléphone et fusée spatiale compris, c'est évidemment un autre espace et un autre temps, un autre système de référence, un autre déterminisme. Et peut-être est-ce aussi sidérant que de passer de la tranquille inertie du minéral au grouillement des vertébrés. Et que devient la mort dans ce cas-là? Et que devient la matière dans ce nouveau système? Qu'est-ce que la matière? Ces électrons, ces cellules, ces galaxies, vues par un organe non binoculaire, et par autre chose qu'un microscope ou un télescope qui n'ont jamais été qu'un élargissement d'une même vision rétinienne périmée. La biologie et la physique définissent les lois d'un certain milieu ou d'un certain bocal humain qui tente de se regarder lui-même ou de regarder à travers les parois de son bocal. Mais quand on passe dans un autre milieu, comme l'amphibien, un jour, au grand air de la vie, les vieilles lois tombent et une autre vie, ou survie, imprévisible apparaît. Reste à trouver le chaînon. S'il n'est pas dans les pirouettes nirvaniques ou extatiques, ni dans les circonvolutions mentales, ni dans les rêves et les sommeils de cette espèce douloureuse qui fut peut-être conçue pour un vrai paradis sur la terre, dans un vrai corps sans mort et sans parois emprisonnantes, où est-il? D'une espèce à une autre, d'un règne à l'autre, nous sommes passés d'une prison moins spacieuse à une autre pas très spacieuse. Se pourrait-il que le prochain règne fût celui de l'homme spacieux et sans prison? Avec mère, au lieu de nous enfuir dans les hauteurs mystiques et poétiques, nous descendons dans l'aventure de la conscience des cellules, à la recherche du prochain milieu et du mécanisme cellulaire, de l'élément nouveau qui ouvrira les portes de notre prison et nous projettera sur une terre nouvelle comme un jour un premier amphibien a débarqué sur les plages ensoleillées d'un nouveau monde. 57, 107. Un monde nouveau est né. Ce n'est pas l'ancien qui se transforme, c'est un monde nouveau qui est né. Et nous sommes en plein dans cette période de transition où les deux s'enchevêtrent, où l'autre persiste encore, tout puissant et dominant entièrement la conscience ordinaire, mais où le nouveau se faufile, encore très modeste, inaperçu. Inaperçu au point qu'extérieurement, il ne dérange pas grand-chose, pour le moment, et que, même dans la conscience de la plupart, il est tout à fait imperceptible. Et pourtant, il travaille, il croit. 56, 103. Chaque fois qu'un élément nouveau est introduit dans les combinaisons possibles, cela fait ce que l'on pourrait appeler un déchirement des limites. Il est évident que la perception scientifique moderne est beaucoup plus proche de quelque chose qui corresponde à la réalité nouvelle que les perceptions de l'âge de pierre, par exemple. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais cela même va se trouver tout d'un coup complètement dépassé, surpassé et probablement bouleversé par l'intrusion de quelque chose qui n'était pas dans l'univers que l'on a étudié. C'est ce changement, cette transformation brusque de l'élément universel qui va amener très certainement une sorte de chaos dans les perceptions, d'où surgira une connaissance nouvelle. Cet élément nouveau, c'est le mental des cellules, qui est en train de bouleverser notre terre humaine comme un jour notre mental pensant
a bouleversé la terre des singes.